Achille, Marie, est-ce que vous êtes prêts et motivés pour ce soir? Oui, ça va, moi ça va. Oui, Je sais pas pour super. le prof. Super. Merci. Alors, avant de s'y mettre, juste pour les derniers qui se sont connectés, encore une fois, on ne peut pas ouvrir la conversation ou le chat ou les caméras car nous sommes trop nombreux, mais n'hésitez pas à mettre vos questions dans la barre dédiée en haut à gauche et elles seront traitées dans un second temps. Voilà, dans un premier temps, on laisse le professeur Achille Membe s'exprimer et ça sera suivi d'un temps de questions-réponses modéré par Marie Boca, à qui je laisse la main tout de suite. Et je vous souhaite à tous une très bonne conférence. D'accord. Merci Colline de nous apporter cet appui technique dont nous avons besoin. Je remercie tout un chacun, tous les 82 participants que je vois connectés, pour être venus si nombreux à cette première conférence sur la démocratie substantive, une des premières activités de la Fondation de l'innovation pour la démocratie. Donc, comme Colline l'a bien souligné, il y aura une conférence d'1 heure du professeur Achille Bembe, suivie de 30 minutes de questions-réponses. Et moi, mon rôle, ce sera justement de modérer cet échange. Et dans ce cadre, je vais donc commencer par présenter le professeur Achille Bembe. S'il est besoin de le présenter, évidemment, je suppose que nombre d'entre vous le connaissent déjà, mais on va se prêter au jeu. D'ailleurs, pour la petite histoire, hier, je lui ai demandé, professeur, qu'est-ce que vous voulez que je dise pendant votre présentation? Il m'a dit en substance, fais comme tu veux, Marie. Donc, comme vous vous en doutez bien, je vais faire comme je veux. Donc, je présente ce qui m'intéresse un peu plus chez l'homme et l'universitaire. Donc, d'abord, évidemment, Achille Bembe, c'est un historien, c'est un politologue, c'est un écrivain qui a été traduit dans de nombreuses langues, qui a écrit donc les livres qui me plaisent le plus, comme je suis supposée faire ce que je veux. Les livres qui m'ont le plus intéressé, c'est Politique de l'inimitié, Brutalisme et le tout dernier, La communauté terrestre, qui est sorti en 2023. Et aujourd'hui, ce qui nous réunit, ce sont la suite des activités du professeur dans la direction de la Fondation de l'innovation pour la démocratie, qui va chercher à renouveler les savoirs endogènes et renouveler également les savoirs démocratiques de nos sociétés en Afrique, en s'intéressant à ce qu'on appelle la démocratie substantive, donc la démocratie de la substance, l'essence de la démocratie, la chair de la démocratie. Et en Afrique, nous connaissons très bien la démocratie électorale, nous connaissons la démocratie procédurale, mais nous avons peut-être un peu de mal justement avec ce qui est l'essence de la démocratie, comme peuvent en témoigner les restaurations autoritaires qu'on a connues en Afrique de l'Ouest récemment. Et donc, pour inaugurer ce cycle de conférences, on a un premier échange aujourd'hui qui s'intitule « Vers une démocratie substantive en Afrique ». Et je pense que le professeur va pouvoir nous dire pourquoi il est intéressant pour nous de nous tourner vers l'étude de cette démocratie substantive et aussi pourquoi l'appliquer sur le continent. Et donc, sans plus tarder, je laisse la parole au professeur Achille Bembe pour 1 heure de conférence. Tout d'abord, je voudrais remercier le Labo Nord de la Fondation, Colline, Arlande, Sarah. Je voudrais aussi remercier le professeur Marie Boca, qui a bien voulu m'introduire ce soir. Marie est une de nos étoiles montantes dans le champ de la science politique en Afrique. Et je suis ravi qu'elle ait ouvert ce cycle. Et donc, je m'adresse à vous depuis Johannesburg, en Afrique du Sud, où il pleut abondamment en ce moment. Il est possible que de temps à autre, vous entendiez le bruit du tonnerre au fond de l'antenne. Ne craignez rien, nous sommes en sécurité. Et donc, ce soir, je vais essayer de réfléchir à haute voix avec vous
je ne vous proposerai pas de définition de la démocratie, parce que, dans un sens, la démocratie n'est pas une affaire de définition. Elle est, à mon avis, une affaire de lutte. Elle est aussi une affaire de possibilité. Possibilité au pluriel. La possibilité, toujours déjà là, de remettre en question le statu quo au nom d'une promesse de liberté et d'égalité. Mais une promesse jamais achevée et toujours en avant de nous. Donc, si vous voulez, c'est cette promesse que l'on s'efforce, les sociétés humaines s'efforcent de traduire collectivement dans des lois, dans une architecture institutionnelle, dans un gouvernement représentatif, dans des procédures délibératives, l'objectif étant chaque fois d'égaliser autant que possible les conditions d'existence en commun. L'objectif étant chaque fois d'étendre et d'approfondir les principes d'égalité et de liberté dans un cadre, bien entendu, pluraliste et ouvert. Mais le plus important, sans doute, est que pour y parvenir, il faut nécessairement passer par des luttes. Il faut nécessairement passer par des affrontements, des mésententes. Pourquoi? Eh bien, parce que là où il y a pouvoir, vous le savez très bien, on ne peut éliminer complètement la force et la violence. Pourquoi? Parce que le champ de la démocratie, c'est aussi, et je dirais d'ailleurs surtout, celui d'un rapport de force. C'est celui d'un équilibre dynamique entre ce que l'on peut appeler la puissance sociale, l'énergie sociale, et de l'autre côté, la puissance étatique. C'est cet équilibre-là sans lequel il n'y a pas de démocratie. Le plus important aussi, c'est qu'il faut constamment négocier pour que ces luttes, ces affrontements et ces mésententes ne se transforment pas en une lutte à mort. Il faut négocier constamment pour que l'adversaire que l'on combat demeure un adversaire et non un ennemi à abattre. Et donc pour moi, une société démocratique, c'est une société qui sait accueillir cette tension, qui sait renforcer chaque fois la puissance et les énergies de la société afin que celle-ci, cette société, puisse constamment faire et refaire l'expérience de la liberté. Et donc, si vous voulez quelque chose qui se rapproche d'une définition, en voilà une. En termes académiques, je dirais donc que la démocratie, il faut la concevoir comme un bien. Je le dis parce que, je vais le montrer tout à l'heure, en Afrique, nous avons coutume de la considérer plutôt comme un mal. Je pense qu'il faut la concevoir comme un bien. La question étant, quelle sorte de bien? Et comme le rappelle Chantal Mouffe dans un de ses textes, c'est un bien qui n'existe comme bien que dans la mesure où on ne peut pas l'atteindre. Et donc, poursuit-elle, Chantal Mouffe,
c'est dans la reconnaissance de l'impossibilité de son achèvement que la démocratie moderne manifeste que son projet, il est vivant. Donc, si vous voulez, voilà le premier point que je voulais partager avec vous à haute voix ce soir. Deuxième point, ce soir, je ne vais pas non plus rentrer dans le commentaire de l'actualité. Ce que je vais proposer, c'est un mode de raisonnement. Je vais le faire parce que c'est de cela dont nous avons le plus besoin en ce moment. Une forme d'intelligence qui nous permette de sortir d'une extraordinaire difficulté. Cette difficulté, en quoi consiste-t-elle? Elle consiste, à mon avis, en l'incapacité dans laquelle nous nous trouvons, en Afrique, mais aussi ailleurs dans le monde, l'incapacité de dessiner des chemins d'avenir. Cette difficulté, elle se donne à voir, par exemple, dans le recul à peu près partout de l'état de droit. Elle se donne aussi à voir dans l'enchevêtrement de crises de toutes sortes, leur enquistement, voire le retour des guerres d'extermination. Le monde dans lequel nous vivons, on le voit bien, se structure de plus en plus à partir d'antagonismes apparemment irréconciliables, qu'il s'agisse d'antagonismes religieux, identitaires, ethniques ou de type nationalitaire. Plus, les conflits politiques tendent à se transformer en lutte à mort, qui n'opposent plus des adversaires que l'on combat, mais des ennemis qu'il faut abattre. Je pense que tous ces facteurs, et bien d'autres, nourrissent partout d'obscures énergies et des passions sombres. Bref, un puissant sentiment de ressentiment que la raison elle-même parvient difficilement à expliquer, qu'elle parvient difficilement à prendre efficacement en charge, tant ces énergies et ces passions ont une dimension viscérale, dont se servent très bien d'ailleurs bien de démagogues. Ces énergies obscures et ces passions sombres font aujourd'hui office de force de mobilisation et d'idéologie. L'idéologie de la pureté. Elle vise presque systématiquement la destruction d'une chose, à savoir la possibilité même de la relation, la destruction des liens, liens à soi, liens aux autres, liens à la terre ou liens au vivant. Et une forme de la relation et du lien que cherchent en particulier à détruire ces forces obscures, c'est justement la démocratie. D'ailleurs, on a souvent pensé que la délibération et la représentation constituaient les pierres angulaires de toute démocratie. Mais, et l'on s'en rend de mieux en mieux compte, c'est aussi le cas de la reconnaissance, c'est aussi le cas de la place que l'on fait à l'autre, c'est aussi le cas du soin, c'est aussi le cas de la réparation. Ou encore, je le disais il y a un instant, du lien et de la relation. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que, de fait, il n'y a pas de démocratie là où n'existe aucun lien. Avant d'être une forme de gouvernement,
Et avant d'être un régime politique donné, la démocratie est d'abord une expérience de lien. Ou si vous voulez, une épreuve de la relation. Et de fait, la société démocratique se construit dans et à travers l'expérience ou, comme je suis en train de le dire, l'épreuve de la relation. Je parle de la démocratie et je devrais parler de la démocratie libérale. Et ce n'est pas, loin s'en faut, pour en faire l'apologie. Il faut dire qu'à peu près partout, celle-ci est en procès, souvent pour de bien mauvaises raisons. Et c'est notamment le cas en Afrique, où, sous prétexte de s'interroger sur sa viabilité, beaucoup ne font en réalité qu'exprimer un rejet, parfois en bloc, c'est-à-dire sans examen approprié. En fait, et c'est l'un des points sur lesquels je voudrais insister ce soir, l'on peut dire que dans l'histoire politique africaine ou dans l'histoire des idées et des pensées du politique chez nous en Afrique, il n'existe pas une communauté d'idées et de convictions autour de la démocratie. Il n'en existe pas. Par contre, il existe une constellation idéologique qui gravite autour des notions telles que l'auto-assertion, telles que l'autodétermination, telles que la souveraineté. Sur un plan philosophique, cette constellation, appelons-la souverainiste, ne se préoccupe pas du tout des conditions du devenir de la liberté individuelle, comme on le ferait au sein de la tradition libérale proprement dite. Elle se préoccupe, lorsque vous examinez ces textes, ces discours, elle se préoccupe de choses comme la décolonisation, mais la décolonisation entendue, pour faire simple, comme la lutte pour le remplacement d'un maître étranger par un maître autochtone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la lutte pour l'accès au pouvoir, pour sa conquête et pour le maintien au pouvoir. D'où sa pauvreté philosophique. Je voudrais, puisque je dis que c'est un fait majeur de l'histoire de la pensée chez nous, je voudrais donc relever certains des traits majeurs de ce faisceau souverainiste, dans la mesure où il dessine comme en creux une théorie du pouvoir entendue avant tout comme exercice de la force. D'abord, lorsqu'on examine notre histoire récente de près, on se rend compte d'une chose. Les élites décolonisées qui s'emparent du pouvoir au lendemain des indépendances réduisent la démocratie au multipartisme. Multipartisme qu'ils accusent ensuite de favoriser le tribalisme et, ce faisant, de constituer un frein non seulement à l'émergence d'une conscience nationale, mais au développement tout court. Puisque, comme vous le savez, à partir de 1960, l'idéologie du développement devient l'alpha et l'oméga du discours politique africain. Pour ces élites décolonisées, nouvellement décolonisées,
la démocratie n'est pas une promesse de liberté, ce que j'essayais de dire d'entrée de jeu il y a quelques minutes. Pour ces élites, la démocratie est plutôt synonyme de la division, du désordre et de l'anarchie. Je relisais il y a quelques jours des textes de certains de nos grands penseurs. Léopold Sédar Senghor, par exemple, Liberté et socialisme, les textes de Mwalimu Julius Nyerere sur l'Ujamaa, socialisme africain, des textes de leaders politiques, anthropologues comme Jomo Kenyatta ou même Sékou Touré. Beaucoup de choses séparent évidemment Sékou Touré de Houphouët-Boigny, Houphouët de Senghor, Senghor de Kenyatta, Kenyatta de Nyerere. Mais une chose leur est commune. Puisqu'ils ont écrit, ils ont réfléchi. Et dans leurs écrits et réflexions, il est très peu question de diagnostiquer les conditions de possibilité de la démocratie. Il s'agit presque toujours d'en déterminer les insuffisances. Et donc, ce qui exerce un formidable attrait sur ces élites, et là je parle au-delà évidemment des 4 ou 5 que je viens de mentionner, ce qui exerce un attrait sur elles, c'est pas la réflexion sur les conditions de possibilité de la liberté qui est au cœur de l'idée de démocratie. Ce qui exerce un formidable attrait sur ces élites, c'est pas la force libératoire des énergies sociales qu'est la démocratie. Bref, pour eux, pour elles plutôt, la démocratie n'est pas conçue comme un bien. Pourquoi? Parce que, à leurs yeux, ce dont ont besoin les États nouvellement indépendants, c'est d'ordre, c'est d'unité, c'est de cohérence. Et donc, vous le voyez bien, en réalité, le rejet de la démocratie libérale au lendemain de la colonisation s'inscrit au fond dans un mouvement de construction de pouvoir personnalisé et autoritaire, de pouvoir tendu vers la neutralisation de tout ce qui, au sein des sociétés africaines, rendrait possible le renversement de l'ordre politique et social. Ce qui se manifeste à travers ce rejet, c'est l'adhésion en creux des élites décolonisées à une théorie et une pratique du pouvoir qui s'apparente à la tyrannie. Et donc, du coup, aujourd'hui, en 2000, au sortir des années 2000, il se trouve que nous ne disposons toujours pas en Afrique d'une théorie endogène de la démocratie. Par contre, nous disposons de pseudo-théorie de la tyrannie et de l'autoritarisme. Et je voudrais maintenant dire un ou deux mots, justement, au sujet de ces parathéories de la tyrannie. Que disent-elles, ces parathéories? Et d'abord, ce sont des théories qui nous apprennent que le lieu du pouvoir est tout sauf un lieu vide. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que ceux qui exercent l'autorité politique ne se prennent pas du tout pour de simples gouvernants, puisque, à leurs yeux, et pour les besoins de construction nationale et de développement, elles estiment, ces élites, qu'elles doivent s'approprier le pouvoir et l'incorporer. Au demeurant, son exercice, pense-t-elle, ne doit pas être soumis à la procédure d'une remise en jeu périodique. Ils ne croient pas du tout aux élections, ou en tout cas à des élections transparentes. Ils croient par contre au plébiscite. Et donc, si on avait aujourd'hui à faire justement l'histoire des élections, Marie parlait tout à l'heure de la démocratie électoraliste, si on devait faire une histoire des élections en Afrique, je crois que nous disposerions de suffisamment d'évidence pour montrer que, au fond, c'était davantage des plébiscites que des élections. Il en est ainsi parce que dans cette parathéorie de la tyrannie, la force suffit. La force, mais aussi, évidemment, on le sait, la corruption. Et ceci en droite ligne, d'ailleurs, de la pratique coloniale lors des dernières années de la colonisation, lorsque, effectivement, l'on assiste à partir des années 45, 46, 47, 48, à l'émergence, en tout cas dans le monde sous domination française, à l'émergence d'une démocratie coloniale, dont il faudrait d'ailleurs aussi refaire l'histoire. La démocratie coloniale, elle aussi, croit que la force suffit, surtout lorsque elle est couplée à la corruption, d'où effectivement les trafics électoraux, la fraude, et ainsi de suite. Donc voilà un premier élément de cette parathéorie de la tyrannie avec laquelle on aura vécu jusque, je dirais, au milieu des années 80. Deuxièmement, c'est une parathéorie du pouvoir qui se sert de la souveraineté de l'État pour neutraliser l'aspiration à la souveraineté populaire. Cette théorie ne croit pas en la souveraineté populaire qui est l'autre définition de la démocratie, le gouvernement du peuple par le peuple. Elle n'y croit pas. En fait, elle procède par opposition de la souveraineté étatique et de la souveraineté populaire. La souveraineté étatique ayant pour fonction, justement, de neutraliser ou de réduire à sa plus simple expression la souveraineté populaire. Et parce que, de son point de vue, la démocratie ne serait que le paravent des luttes tribales, et donc tout conflit de cette nature ouvrirait nécessairement la voie à un dépérissement prématuré de la souveraineté fraîchement acquise des États africains. Or, sans cette souveraineté, pense-t-on, il ne saurait y avoir de garantie de sécurité et de stabilité. Sécurité et stabilité qu'il faut au besoin payer au prix de liberté politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'échange qui est proposé aux citoyens africains au lendemain de la décolonisation, c'est celui-ci. Nous assurons votre sécurité, nous assurons la stabilité de l'ordre en place. En retour, nous confisquons vos libertés. Nous assurons le développement économique, social, matériel, mais le prix à payer pour avoir accès à ce développement matériel
pour jouir de cette richesse et de l'abondance qui devrait aller avec, le prix à payer, ce sont vos libertés politiques. C'est ça le contrat, disons, sur lequel est fondée la tyrannie postcoloniale. Or, ce que l'on voit bien au sortir des années 80, c'est que les formes postcoloniales de l'autoritarisme et de la tyrannie n'ont abouti ni à un accroissement du pouvoir souverain des États, qui était un de leurs objectifs, ni à l'abondance promise par l'idéologie du développement, ni à la satisfaction des besoins de base, encore moins un accroissement des libertés individuelles. Et donc, perte sur toute la ligne. Donc, voilà, si vous voulez, je pourrais dire davantage à ce sujet, mais je crois que j'ai été suffisamment clair pour montrer comment, justement, au sortir de la colonisation, cette parathéorie de la tyrannie, disons, s'érige justement en opposition à la démocratie, prône le rejet de la démocratie et repose sur un attrait tout à fait singulier des modèles tyranniques ou prétoriens. Je vais partager avec vous une dernière fausse raison du rejet de la démocratie en Afrique et une dernière raison de l'attrait des modèles tyranniques improductifs. Cette autre fausse raison est la suivante. La démocratie, sous sa forme libérale, serait moins adaptée aux réalités socio-culturelles africaines que le parti-État. Or, je dis c'est une fausse raison parce qu'il suffit de lire et d'étudier les travaux, notamment des historiens et des anthropologues, qui se sont interrogés justement sur les formes de société dans l'histoire précoloniale africaine, pour réfuter ce type d'argument tout à fait culturaliste. En fait, du point de vue de leur constitution politique, il s'avère que ces sociétés, les sociétés africaines, historiquement, se sont toujours construites dans l'expérience de la différence et de la multiplicité. Multiplicité des formes de pouvoir, multiplicité des institutions, bicéphalisme au besoin, au point où, faute d'être des sociétés pluralistes, on peut dire qu'elles étaient des sociétés plurales, ou si vous voulez, des sociétés polycéphales, des sociétés à plusieurs têtes. Dans certains cas, elles avaient justement la capacité de se réorganiser, de se réinventer au loin, sur d'autres lieux et sur de nouvelles bases. Et elles le faisaient au moyen de ce que l'on pourrait appeler l'hybridation, c'est-à-dire le mixage des répertoires anciens et nouveaux, répertoires culturels en particulier. Disons en un mot qu'il y a une énorme littérature à ce sujet pour qui veut comprendre, disons, la richesse institutionnelle des sociétés africaines précoloniales. Mais laissons de côté ces débats apparemment futiles, mais néanmoins quand même importants. Laissons-les de côté et penchons-nous maintenant sur ce qui, à mon avis, est le fait majeur qui détermine aujourd'hui notre présent. Ce fait majeur, c'est que l'Afrique est entrée dans un nouveau cycle historique. L'Afrique est entrée dans un nouveau cycle historique dans la mesure où
elle fait aujourd'hui l'expérience de transformations multiples et simultanées. Transformations multiples, simultanées, mais également d'ampleur variable, qui touchent tous les ordres de la société. Concrètement, ces transformations, je vais en citer quelques-unes tout à l'heure, se traduisent par des ruptures en cascade. J'irai jusqu'à dire que, mus par des forces pour l'essentiel endogènes, le continent est en train de se retourner sur lui-même. C'est ça l'événement majeur de notre temps. C'est l'événement qui convoque notre intelligence. Alors, on va poser la question de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de ce retournement sur lui-même, de ce vaste continent, de ce géant en sommeil. Et on va dire, évidemment, que c'est l'évolution du jeu géopolitique qu'il commente. D'autres vont dire, mais c'est la conséquence du relatif affaiblissement de l'Europe sur l'échiquier mondial. D'autres encore vont dire, mais c'est le résultat de l'émergence de la Chine et d'autres puissances moyennes. Évidemment, tous ces facteurs ont sans doute aidé à ce retournement sur lui-même qui ressemble quelque part à un auto-recentrage dont il nous faut prendre toute la mesure, intellectuellement et politiquement. Mais je dirais que, au cours du nouveau cycle historique qui est d'ores et déjà en cours, les forces endogènes pèseront désormais plus que les forces exogènes. J'ajouterais que les luttes sociales et politiques les plus importantes porteront malheureusement sur le contrôle, non pas des moyens de production, mais le contrôle des moyens de prédation, le monopole de la force et l'accès aux moyens d'existence. Je vais expliquer sous peu qu'est-ce que j'entends par, disons, ces pétitions de principe. Ces luttes qui ont d'ores et déjà commencé, dont on voit ici et là les manifestations, ces luttes opposeront d'abord les Africains entre eux. Quand je dis les Africains entre eux, je veux dire les classes dirigeantes entre elles d'abord, parce qu'on voit les niveaux de factionnalisation au sein des élites dans la plupart des pays, dont les classes dirigeantes entre elles d'abord, entre elles et leur société d'autre part. On le voit d'ores et déjà par le haut, la façon dont les élites dirigeantes qui ont su tirer profit de la révolution coloniale, on voit bien comment aujourd'hui elles cherchent à consolider les fortunes familiales, comment elles cherchent à sécuriser les rentes en privatisant davantage l'État. On voit aussi comment elles cherchent à se protéger de leur société en achetant, s'il le faut, leur sécurité
auprès de sociétés militaires privées en contrepartie de concessions diverses. Des domaines forestiers ici, des mines d'or, de diamants par là, le contrôle de l'import-export ailleurs. On voit tout cela. On voit aussi comment, par le bas, on assiste à une intensification des luttes pour l'accès aux moyens d'existence. On pourrait dire l'accès aux moyens de subsistance, l'accès aux produits de base. On voit aussi comment, à la faveur justement du multipartisme, les enjeux de masse sont de retour, tandis que ne cessent de se creuser de nouvelles inégalités et apparaissent de nouveaux conflits, notamment entre genre et génération. Et de ce point de vue, je pense que l'arrivée dans l'espace public de ceux et celles qui sont nés dans les années 1990-2000 en particulier, et qui ont grandi dans un temps de crise économique et d'insécurité sans précédent, leur arrivée dans l'espace public constitue, à mon avis, un événement charnière. Pourquoi? Parce qu'elle coïncide, cette arrivée, avec le réveil technologique du continent. Elle coïncide avec l'influence grandissante des diasporas. Elle coïncide avec une accélération des processus de créativité artistique et culturelle. Elle coïncide avec l'intensification des pratiques de mobilité et de circulation. Mais elle coïncide aussi avec la quête forcenée de modèles alternatifs de développement qui puiseraient dans la richesse de nos traditions. Et donc, il y a une béante fracture intergénérationnelle qui fait qu'aujourd'hui, les enjeux démographiques, les enjeux socioculturels, les enjeux économiques et politiques s'entrecroisent, ainsi que l'atteste d'ailleurs la contestation des formats politico-institutionnels issus de la décennie 1990, ainsi que l'attestent aussi les mutations de l'autorité familiale et surtout la rébellion de moins en moins silencieuse des femmes et une aggravation des conflits de classe. Je crois qu'il faut prendre au sérieux tous ces développements si on veut porter sur notre continent un regard intelligent. Une fois de plus, ces luttes seront plus déterminantes que tout autre facteur externe. Et pour qui veut comprendre les ressorts profonds de ce retournement du continent sur lui-même, qui veut comprendre les luttes multiformes, leur inscription dans la longue durée parce qu'elles n'ont pas commencé aujourd'hui. Pour qui veut comprendre tout cela, il faut sortir des discours convenus. Mais il faut surtout changer de grille d'analyse et partir d'autres postulats. Il faut surtout commencer par prendre au sérieux les compréhensions, très plurielles d'ailleurs, que les sociétés africaines elles-mêmes ont désormais de leur vie historique propre. Et donc, si vous voulez, voilà une série de lames de fond qui nous oblige, Marie a posé la question tout à l'heure,
qui nous oblige à poser en termes nouveaux la vieille question de la liberté et la vieille question des potentialités encore à réaliser de la démocratie sur le continent. Alors, je vous ai énuméré toute une série de lames de fond. À celles-là se greffent plusieurs autres. Et je voudrais maintenant m'appesantir sur une qui déterminera en grande partie, disons, les années qui viennent. Il s'agit de la montée en puissance de ce que j'appelle le néo-souverainisme. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne voulais pas perdre du temps avec les définitions, mais peut-être faut-il, dans ce cas précis, tenter d'en donner une définition la plus inclusive possible. Et donc, je définirai le néo-souverainisme comme le ferment d'une communauté émotionnelle et imaginaire. Et cette communauté émotionnelle et imaginaire, chez beaucoup, porte un nom, peut-être galvaudé. Elle a pour nom, vous vous en doutez bien, le panafricanisme. Et donc, je voudrais dire un ou deux mots à ce sujet, au sujet du néo-souverainisme qui se part du nom du panafricanisme. Ce courant, évidemment, ne date pas d'aujourd'hui. L'histoire du néo-souverainisme remonte, à mon avis, aux années 90, lorsque, à la faveur des plans dits d'ajustement structurel et à l'initiative des institutions financières, lorsque les États africains, qui, on le sait, sont lourdement endettés dès le début des années 80, lorsque ces États ont été sommés de libérer les forces du marché. L'idée à l'époque était très simple. La stratégie consistant à augmenter les dépenses publiques et sociales grâce à l'endettement avait montré naturellement ses limites. Il fallait, pensait-on, revitaliser un capitalisme en pleine stagnation en s'aidant paradoxalement d'une nouvelle forme d'État fonctionnel. L'idée était que l'État dysfonctionnait. On avait besoin d'une autre forme de l'État capable justement de travailler au service des forces du marché. Il fallait, pensait-on, insuffler au capitalisme une nouvelle vie en Afrique. Et le faire passait par une politique d'orthodoxie néolibérale, c'est-à-dire la mise au pas des États par les marchés financiers et les institutions dites de développement. Le but étant quoi? Le but étant de favoriser une intégration plus poussée du continent dans l'économie mondiale. Et donc, le dogme patiemment mis en place, notamment par les institutions financières internationales à l'époque, le dogme consistait à dire qu'il fallait libérer les processus de création économique de la valeur. Et c'est ainsi que, dans le contexte de la mondialisation, le choix fut imposé de stabiliser l'économie, de rétablir l'équilibre des finances publiques et la solvabilité qui va avec, de reconstruire les infrastructures institutionnelles et matérielles de la prospérité économique. Et c'est ainsi que prévalut, par ailleurs,
et sur le plan politique, l'approche dite de la bonne gouvernance. Vous avez sans doute entendu parler de cette bonne gouvernance. C'est dans le contexte que je viens de décrire que cette idéologie a pris pied dans la pratique politique de nos États. Alors, c'est quoi cette idéologie de la bonne gouvernance? En un mot, l'idéologie de la bonne gouvernance avait pour objectif premier, au fond, d'imposer et de protéger un marché mondial libre, mais en utilisant l'État comme le moteur de cette transition. Un tel État se devait d'être fort, c'est-à-dire, paradoxalement, faiblement interventionniste. Fort dans quel sens? Fort dans la réduction des contrôles sociaux qui pesaient sur le capital. Il devait réduire au strict minimum le poids des dépenses publiques dans l'économie. Il devait être capable de financer les dépenses publiques restantes, non par davantage de dettes, mais par l'imposition, en durcissant sur le long terme la politique de répartition au profit des entreprises. Car dans le paradigme de la bonne gouvernance, il était légitime que leur solvabilité s'étant fortement dégradée, les États endettés soient placés sous la surveillance de l'industrie financière internationale à proportion de leur niveau d'endettement dans une dépendance structurelle à leurs créanciers. Je pourrais dire davantage à ce sujet, mais je crois que vous comprenez quel est, disons, l'objectif de cette bonne gouvernance, cette idéologie. L'objectif, c'était de libérer les marchés. Liberté garantie par l'État, lequel, pour y parvenir, pouvait légitimement avoir recours aux moyens de contraintes étatiques. Le fait est qu'en Afrique, la notion d'une économie libre, dépendant d'un État fort, a très vite dégénéré, dans la mesure où elle a servi de justification à des États capables de recourir à des pratiques antidémocratiques. Je pense que deux conséquences directes en particulier ont résulté de ce vaste projet d'ingénierie sociale. La première conséquence, ce fut la neutralisation de l'agenda démocratique. Pourtant, cet agenda était, vous vous en souvenez, l'une des grandes aspirations des mouvements sociaux au début des années 90. Donc, première conséquence, neutralisation de l'agenda démocratique. Deuxième conséquence, adoubement, y compris par les institutions internationales, d'un multipartisme sans démocratie que de nombreux chercheurs à l'époque qualifièrent d'ailleurs, Marie nous le disait tout à l'heure, de restauration autoritaire. Et c'est dans ces conditions qu'apparaît le courant néo-souverainiste. Au départ, en fait, le courant néo-souverainiste est une réponse intellectuelle aux diktats des institutions financières internationales. Et il prend la forme d'une réfutation des thèses de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, sur les conditions d'une croissance africaine, et il appelle à un modèle endogène de développement sur le continent. On le voit bien dans les écrits de l'époque, qu'il s'agisse déjà vers la fin des années 70, des écrits de quelqu'un comme Edem Kodjo, ou pour ce qui concerne la période à laquelle je fais référence, les textes de quelqu'un comme Tandika, l'économiste malawien, Tandika Mkandawire, Charles Soludo et un certain nombre d'autres.
Et donc, le néo-souverainisme naît dans ces circonstances. Il se caractérise d'ores et déjà à l'époque par sa critique de la démocratie libérale et son scepticisme quant à sa faisabilité en milieu africain. C'est ce que fait, par exemple, quelqu'un comme le grand théoricien politique nigérian Claude Ake dans le dernier livre qu'il publia peu avant l'accident qui lui coûta la mort. Pour ce qui est de la recherche de modèles endogènes de développement sur le continent, à l'époque, il suffit de lire les textes comme ceux de Joseph Kizerbo, La natte des autres, pour un développement endogène en Afrique, ou les travaux du philosophe béninois Huntonji et beaucoup d'autres. Donc c'est ça un peu, si vous voulez, le contexte intellectuel dans lequel le néo-souverainisme apparaît dans ces années-là. Mais le néo-souverainisme aujourd'hui a perdu de cette dimension intellectuelle. Dans le contexte de désarroi idéologique actuel et de désorientation morale de crise de sens, le néo-souverainisme aujourd'hui est moins une vision politique cohérente qu'un grand fantasme. J'ai dit tout à l'heure qu'il remplissait d'abord la fonction de ferment d'une communauté émotionnelle et imaginaire, et je pense que c'est ce qui lui octroie sa force, mais aussi son pesant de toxicité. Ses principaux bataillons, vous le savez bien, se recrutent parmi les franges de la jeunesse continentale présente sur les réseaux sociaux, assez peu en fait au sein des institutions formelles. Le néo-souverainisme puise aussi dans l'immense réservoir des diasporas, souvent mal intégrés dans les pays qui les ont accueillis, où ils sont traités en citoyens de seconde zone. Une partie de cette jeunesse afrodescendante assimile volontiers ces épreuves au grand combat panafricaniste de l'après-guerre contre le colonialisme et la ségrégation raciale. Mais, et c'est important, le néo-souverainisme n'est pas l'exact équivalent du panafricanisme. Je crois qu'on ne l'a pas suffisamment souligné. On n'a pas dit, par exemple, à quel point l'anticolonialisme et le panafricanisme ont contribué à l'approfondissement de trois grands piliers de la conscience moderne, à savoir la démocratie, les droits humains intrinsèques et l'idée d'une justice universelle. Or, le néo-souverainisme, dans sa version populiste aujourd'hui, se situe justement en rupture avec ces trois éléments fondamentaux du panafricanisme. D'abord, il se réfugie derrière le caractère supposé primordial des races et rejette le concept d'une communauté humaine universelle. Il opère, vous le savez bien, par identification d'un bouc émissaire que l'on érige ensuite en ennemi absolu contre lequel tout ou presque est permis. Et donc, en lieu et place de la démocratie, il s'agit d'une idéologie qui privilégie le culte des hommes forts, d'où l'indulgence, par exemple, à l'égard des coups d'État militaires et la réaffirmation de la force et de la brutalité comme voie légitime d'exercice du pouvoir. Je pourrais en dire davantage, mais vous avez bien compris, disons, l'argument que je voulais développer. Je vais maintenant avancer vers la fin de ma présentation en faisant un certain nombre de remarques au sujet de la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est une situation qui est marquée par le fait que la démocratie électorale n'apparaît plus du tout comme un levier efficace des changements profonds
auquel aspirent les nouvelles générations. Je crois que ça, c'est un élément extrêmement important si effectivement il nous faut repenser la question de la démocratie aujourd'hui. Deuxièmement, je pense que les transitions démocratiques qui ont eu lieu en Afrique au cours des années 90, 2000, 2010 ont favorisé malheureusement l'intensification de la prédation et n'ont pas mis fin, disons, à ces logiques de la prédation. L'illusion aujourd'hui serait de penser que les coups d'État qui ont cours ici et là ont mis un terme à des régimes démocratiques. Ce n'est pas du tout vrai. Ces coups d'État ont mis fin à des régimes multipartistes, mais sans démocratie. Les coups d'État ne mettront pas nécessairement fin aux logiques de la prédation. Je pense qu'un ordre étatique africain, un autre ordre est en gestation. Il prendra beaucoup de temps pour se cristalliser. Et je crois que dans l'immédiat, le danger est que l'Afrique soit transformée en lieu de confrontation entre des puissances sur le déclin, d'une part, et d'autres en pleine ascension, dans le contexte plus large du conflit global en cours de déploiement qui oppose les États-Unis à la Chine. Et donc, dans ce contexte, je crois qu'il faut miser sur une démocratie en lieu et place du désir de nouveaux maîtres. Professeur, on ne vous entend plus très bien. Donc vous ne m'entendez plus. Non, là ça va, là on vous entend. Ça va? Donc j'étais en train de conclure ma présentation en disant qu'il fallait miser face aux défis que j'ai énumérés sur une démocratie substantive qu'il va falloir construire pas à pas et sur la durée. Comment? En réarmant la pensée, en réhabilitant le désir d'histoire en lieu et place du désir de nouveau maître et en misant sur l'intelligence collective des Africains. Je pense que c'est cette intelligence qu'il faut réveiller, qu'il faut nourrir, qu'il faut accompagner. Et je pense que c'est ainsi que de nouveaux horizons de sens vont émerger, puisque la démocratie en cette ère planétaire n'a de sens que si elle est ordonnée à un dessein plus élevé, qui est la réparation et le soin du vivant. Je vous remercie pour votre attention. Alors, merci infiniment, professeur, pour votre présentation. Ça a été très, très riche. Je ne sais pas si je vais pouvoir en resituer toutes les grandes lignes, mais je vais essayer d'au moins d'en restituer quelques points. Ça va également donner l'occasion à nos participants de poser quelques questions parce que je vois qu'il n'y a que 3 questions pour l'instant. Donc, si les participants ont des questions, ils peuvent les poser dans le chat. Alors, concernant votre intervention, professeur, ce qui m'a le plus interpellé, c'est le fait qu'il y a comme une opposition. Il y a une opposition entre des lames de fond, entre des questionnements profonds de nos sociétés africaines et un affrontement des idéologies. Alors, ces questionnements, ces lames de fond, parce qu'effectivement, vous nous proposez un nouveau mode de raisonnement qui vient évidemment contrer cet argument selon lequel la démocratie ne serait pas faite pour l'Afrique, en disant d'abord que la démocratie qui est combattue ici, ce n'est pas la démocratie substantive, ce n'est pas l'idéal démocratique, mais c'est plutôt la démocratie libérale et son application qui a été faite. Et donc,
cette contestation de la démocratie libérale, elle doit être mise en lien justement avec ce que vous appelez les parathéories de la tyrannie, qui commencent à la colonisation, où notamment les élites colonisées, dans le but de servir l'idéologie du développement, donc là c'est la première des idéologies qui intervient, cette idéologie du développement où l'État et la nation doivent être au service du développement, où l'élite va procéder à un échange, à une négociation forcée avec le peuple, où en échange du développement, en échange de l'ordre, le peuple accepte de sacrifier ses libertés individuelles et ses libertés fondamentales. Et ça, pour moi, c'est un paradoxe, parce que comme vous l'avez souligné, ces élites colonisées ont fait l'expérience des élections, elles ont fait l'expérience d'une certaine démocratie coloniale, et c'est donc très intéressant de voir qu'en fait, ce sont ces élites colonisées-là qui vont commencer à confisquer la démocratie. Et ensuite, cette idéologie du développement, donc dans cet affrontement des idéologies, vous la mettez très bien en rapport avec ce que vous appelez l'idéologie du néo-souverainisme, ce nouveau souverainisme que vous tentez de définir plutôt comme le ferment d'une communauté émotionnelle et imaginaire. Et ce ferment, justement, aurait pour terreau le panafricanisme, mais un panafricanisme dévoyé, parce que justement, ce panafricanisme qui est brandi par ces nouveaux mouvements et ces mobilisations numériques, ces mobilisations de la diaspora, c'est un panafricanisme qui est dépourvu de pensée, si l'on peut dire, de pensée théorique, qui n'est pas ancré justement quelque part. Et c'était très intéressant parce qu'en Afrique de l'Ouest, il y a actuellement un grand débat justement sur le changement de la monnaie, le changement du franc CFA et comment justement ces idéologies néo-souverainistes alimentent ou fermentent justement ce débat. Et c'était très intéressant de voir comment tout cela peut s'imbriquer. Alors moi, j'ai peut-être une question, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même, avant de passer aux autres participants. Alors, j'aimerais savoir, professeur, quand on parle des idées fondamentales du panafricanisme, est-ce que ces idées, de quelle manière plutôt, ces idées fondamentales du panafricanisme pourraient justement servir au déploiement ou la mise en œuvre de la démocratie substantive, mise en œuvre qui était justement votre dernier point? Alors, on ne vous entend pas. Il faut ramener le micro, voilà. Voilà, c'est fait. Et merci beaucoup pour la tentative de résumé et la question. Alors, l'histoire du panafricanisme, elle est connue. Il y a beaucoup d'écrits à ce sujet. Et donc, personne ne peut véritablement prendre prétexte de la méconnaissance de cette histoire aujourd'hui pour, disons, tromper les masses. Lorsqu'on lit attentivement cette histoire et lorsqu'on lit les textes de ceux qui ont énoncé, disons, ce courant de pensée, on voit très bien comment ce courant de pensée, au fond, présente, à mon avis, au moins 3 caractéristiques. La première caractéristique, c'est que les luttes panafricanistes qui ont commencé dans la diaspora vers la fin du 19e siècle s'inscrivent directement dans les grands combats modernes autour de la liberté. La question de la liberté, non seulement individuelle, mais aussi la liberté collective. Liberté individuelle et liberté collective
qui, comme on le sait, sont au cœur de la théorie libérale. Et dans ce sens, ces luttes ont énormément contribué à l'approfondissement de la démocratie et à son extension auprès de ceux qui auparavant étaient exclus. On pense en particulier aux femmes, mais on voit également, lorsqu'on lit des gens comme Tocqueville, comment au fond, qui décrit d'ailleurs la démocratie en Amérique, comment la démocratie américaine, à l'époque où il écrit, jusqu'à très récemment, était une démocratie raciale. Et donc, le panafricanisme a joué un rôle fondamental dans l'extension du projet moderne démocratique. Ça, on ne le voit pas beaucoup dans, disons, les figurations populistes du panafricanisme. Troisième caractéristique fondamentale du panafricanisme historique, celui-ci a contribué énormément à l'approfondissement de ce que j'appelle la notion de justice universelle. Vous voyez, on parle assez peu aujourd'hui de cette affaire de justice universelle, alors même que beaucoup de pratiques y renvoient. Je pense par exemple à tout le débat sur les restitutions. Je pense à tous les débats sur les réparations. Je pense aux débats qui viennent d'avoir lieu à La Haye, initiés par l'Afrique du Sud, autour de l'occupation coloniale à Gaza et l'obligation de justice envers les Palestiniens. Et donc cette question de la justice universelle, on ne peut y penser que si au fond, quelque part effectivement, on admet qu'il y a quelque part une communauté universelle. Il y a une communauté universelle, pas dans le sens d'une tradition dominant d'autres et se faisant passer pour universelle, mais dans le sens que décrit très bien un de nos penseurs, grands penseurs, Souleymane Bachir Diagne, dans ses écrits, justement, sur ce qu'il appelle, lorsqu'il oppose ce qu'il appelle l'universalisme de surplomb et l'universalisme horizontal. Et donc, je pense, pour terminer, que si on veut développer cette notion de démocratie substantive aujourd'hui, il faut évidemment puiser dans nos propres archives. Il faut relire justement ces histoires qui nous ont précédé, l'histoire du panafricanisme, ne pas prétendre que on recrée tout à partir de zéro, la sorte d'absence totale de mémoire dont font preuve beaucoup de générations nouvelles aujourd'hui, qui font comme si ils étaient en train d'atterrir sur la Lune, alors que d'autres l'ont fait avant. Donc il faut recouvrer ces archives, les lire attentivement, les comprendre, les étudier, et ce travail intellectuel est absolument fondamental si effectivement nous voulons apporter une parole neuve à un débat qui est au fond un débat planétaire. D'accord. Merci bien, professeur, pour la réponse. Merci pour cette tentative, on va dire, d'élucidation des liens entre panafricanisme et démocratie substantive. Alors, je vois qu'il y a maintenant quelques questions. Alors, je suis désolée pour les participants si j'en oublie. Alors, on va commencer d'abord par une première série de 3 questions, en commençant par celle qui a été posée la première. Alors, la première question, elle émane de Charlie Victor, qui nous demande comment penser vraiment à une véritable démocratie sans se référer aux autorités politiques qui sont dans le prolongement du pouvoir colonial et ainsi ne pas réduire les pays à leurs dirigeants politiques.
Ça, c'est la première question. La seconde question de Ghislaine, c'est comment la démocratie substantive peut contribuer à la résolution des problèmes sociaux et économiques en Afrique. Et enfin, la troisième question de cette série, c'est de savoir, alors, c'est un utilisateur anonyme. Est-ce qu'en mettant le projecteur uniquement sur la notion de démocratie, il n'y a pas un risque d'invisibiliser les droits humains? Alors, dernière question. Que je vais essayer de les prendre ensemble, peut-être en rappelant rapidement que historiquement, il n'a jamais existé de modèle unique de la démocratie. Ça, il faut sans doute le répéter parce que cela fait partie un peu des controverses actuelles. En fait, les incarnations historiques de la démocratie ont toujours été multiples et changeantes. Et pourquoi? Parce que la démocratie est le produit d'une histoire, d'une culture et de toute une série de conditions qui ne sont pas faciles à reproduire. Et je dirais d'ailleurs qu'il ne faut même pas chercher à reproduire. Nous ne devons pas chercher à reproduire chez nous une histoire qui n'est pas la nôtre. Alors, ceci dit, je pense quand même qu'il y a un ensemble de références fondamentales ou de principes fondamentaux dont la validité est universelle. Je vais vous en citer 6. Il y a le fait que la communauté démocratique est une communauté d'égaux, le principe d'égalité. Il y a le fait que, disons, ces égaux, cette communauté d'égaux, ces égaux doivent jouir toutes et à part égale du même droit à la vie, du même droit à la sécurité, du même droit à la reconnaissance et du même droit à la dignité. Donc le principe de reconnaissance et de dignité. Ça, on le voit très bien, par exemple, dans la Constitution de l'Afrique du Sud, qui place la dignité, le droit à la dignité, en tant qu'un élément fondamental du régime d'une société démocratique, notamment là où beaucoup, historiquement, ont souffert d'indignité par le biais du racisme, la ségrégation raciale, et ainsi de suite. Donc le principe de la reconnaissance et de la dignité. Il y a un troisième principe qui est universel, qui est le principe de redistribution, dans le sens où, dans cette communauté d'égaux, tous aspirent à l'accès le plus équitable possible aux moyens matériels d'existence. D'où vous voyez très bien la contradiction qu'il pourrait y avoir entre une véritable société démocratique et une société régie par le principe du marché, où tout se vend, tout s'achète. Et le seul lien entre les membres de la communauté sont des liens de compétition. Et donc, ce principe de redistribution, il est absolument fondamental. Ensuite, il y a le principe d'élection. Je ne veux pas qu'on pense que les élections sont inutiles, surtout là où elles sont libres et transparentes. Dans le sens où la communauté des égaux doit désigner librement ses gouvernants. Or, c'est un grand drame pour l'Afrique, c'est-à-dire que on pourrait dire depuis un siècle, professeur, nous ne vous entendons pas du tout. Professeur, à même de désigner librement nos gouvernants. La lutte pour désigner librement. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Alors là, je sais quoi faire parce que... Ça va?
là, ça va. OK, donc en fait, il y a six principes, je ne vais pas les énumérer tous. Mais enfin, l'idée c'est que, bon, il y a un minimum, il y a un plancher universel qui fait que, effectivement, on ne peut pas rejeter de but en blanc la démocratie, même libérale. Mais il faut l'augmenter, si vous voulez, et cette augmentation passe par, disons, l'institution d'un rapport de force entre la puissance publique et la puissance sociale, de telle manière que la démocratie ne soit pas seulement une technique de partage des biens et de redistribution de contrôle du pouvoir, mais qu'elle soit effectivement une instance de préservation de l'égalité des voix, d'approfondissement de la liberté individuelle et une instance de création et de garantie des droits, y compris ceux du vivant. D'où la liaison entre la démocratie et le vivant. Et donc, pour le reste, je dirais que, comme je l'ai dit au début, moi je la définis comme un bien en soi. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de démontrer que la démocratie produit du développement. Ce n'est même pas un argument. On n'en a pas besoin. Elle est un bien en elle-même. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure en entrée, c'est un bien dont, et là je citais Chantal Mouffe, dont la particularité est d'être toujours en avant de nous. D'où l'insistance effectivement sur la lutte, sur les affrontements qui sont absolument inséparables justement de son avènement. Et donc la question qui nous est posée, c'est de savoir comment organiser ces luttes. Comment faire en sorte que, puisqu'on ne peut pas éliminer la lutte, comment mener cette lutte, l'organiser, de telle manière qu'elle soit ordonnée aux vivants. C'est la question qui nous est posée en Afrique. Et concrètement, je pense, par exemple, cela passe par la démilitarisation du continent. Je crois profondément qu'il faut démilitariser le continent, que c'est une des préconditions pour effectivement, disons, contribuer à l'avancée de la démocratie en Afrique, qu'il faut diminuer les niveaux de violence et qu'il faut libérer les énergies sociales, à commencer par la capacité de mobilité et de circulation. Et donc, vous voyez très bien qu'on arrive de cette manière à greffer au débat sur la démocratie tous les autres grands débats qui portent au fond sur la grave question de la vie et du vivant chez nous, et qui est au fond une question planétaire, qui n'est pas proprement africaine. Merci bien, professeur, pour ces réponses aux questions sur la libération des énergies, la libération des savoirs endogènes et sur les 6 principes justement que la démocratie doit continuer à servir. Maintenant, il y a cette question dans le chat qui me paraît très intéressante parce qu'elle permet de faire le pont entre plusieurs des concepts qui ont été soulevés dans votre présentation. C'est Geoffroy qui nous demande, est-ce que finalement, professeur, votre concept de nécropolitique ne serait pas ici l'une des clés permettant de tendre à la réalisation des valeurs portées par la démocratie? Et finalement, est-ce que le savoir politique des opprimés, ce n'est pas l'outil nécessaire à la refondation de la démocratie visant justement à la réalisation des droits humains? Non, je pense que, pour Geoffroy, je pense que nécropolitique, c'est bon, alors, on ne va pas rentrer dans ce débat parce que c'est trop compliqué, ça prendra tout le reste de notre temps, mais nécropolitique, c'est un moment précédent de la réflexion. Je crois plutôt que c'est dans le dernier livre, La communauté terrestre, qu'il faut justement chercher les fondements à la fois intellectuels et culturels d'une démocratie qui serait ordonnée aux vivants. Et dans ce cas, vous avez raison, Geoffroy, une telle démocratie ne se construira pas sans
l'apport des savoirs marginalisés. Et dans notre cas, ne passera pas sans une réhabilitation de nos cosmogonies. Et c'est le travail que j'essaie de faire dans la communauté terrestre. C'est-à-dire de réinterroger un certain nombre de nos grands savoirs, de nos grands récits, et de voir comment est-ce que, à l'intérieur de ces grands récits, une place est faite à tous. Et quand je dis à tous, ça veut dire aux humains, mais aussi aux non-humains, aux ancêtres, aux forces invisibles, aux forces du cosmos. Comment est-ce qu'au fond, l'effort de résonance avec les forces du cosmos, celles qui nous dépassent, mais sans lesquelles, au fond, il n'y a pas de vie, comment cette relation de résonance pourrait être libératrice. Et donc, l'effort consiste à contribuer à une réflexion normative, justement, sur les conditions d'habitabilité de la planète, et la démocratie substantive, à mon avis, en fait partie. Et c'est un peu, disons, le message dont j'étais porteur ce soir, même si peut-être je ne suis pas arrivé à le formuler de façon très claire et très, très précise. Merci, professeur, pour cette réponse. Alors, on va revenir un peu plus sur le concept de démocratie substantive, mais bien plutôt dans le sens de votre dernière question. La dernière question que vous exposez, c'est comment la mettre en œuvre, comment arriver à sa réalisation. Et on a un anonyme qui nous pose cette très belle question. Quel est le rôle du leadership des dirigeants dans l'avènement de la démocratie substantive en Afrique, d'après vous? Quel est le rôle du leadership des dirigeants dans l'avènement de la démocratie substantive en Afrique? Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer? Ou bien c'est forcément par le bas? Disons que c'est entre les deux. C'est dans le rapport de force que le bas va établir avec le haut. C'est ce que j'essayais de dire. C'est-à-dire que c'est une affaire d'affrontement, c'est une affaire d'antagonisme, une affaire de mésentente, s'il le faut, mais une sorte de mésentente qui ne débouche pas sur l'élimination de l'autre. C'est dans notre capacité à faire place, y compris au conflit, et à comprendre que le conflit fait partie de la vie et de la vie des sociétés. C'est en cela, effectivement, que c'est là que réside la démocratie. Quant à la démocratie substantive, je crois que ce serait une démocratie qui répondrait, si vous voulez, à la demande d'accès universel et inconditionnel aux moyens d'existence. Et quand je dis les moyens d'existence, je pense à des choses très concrètes, à la nourriture, à l'eau, à l'éducation, aux soins de santé, à la possibilité de se vêtir, à la possibilité de bouger, la mobilité, et à la possibilité de redevenir des créateurs de sens. C'est ça qui est derrière ce concept de démocratie substantive. Et donc, ce serait une démocratie qui, par le biais d'une formation permanente à l'esprit critique, s'efforcerait de répondre, par exemple, à la quête des jeunes générations pour l'autonomie individuelle. Une aspiration parmi les jeunes à l'autonomie individuelle. Ce n'est pas qu'une valeur bourgeoise. Autonomie individuelle, aspiration à la souveraineté
j'ai fait tout à l'heure une critique du néo-souverainisme, ça ne veut pas dire que je suis contre l'auto-assertion du continent, contre notre droit à l'autodétermination au milieu des autres dans le monde. Mais cette volonté d'auto-assertion, d'autodétermination, elle a besoin d'être articulée sur le sens. Elle ne peut pas être uniquement, elle ne peut pas ressortir uniquement du « ôtez-vous de là que je m'y mette ». Le remplacement d'un maître étranger par un maître autochtone ou par d'autres maîtres étrangers. La souveraineté ne se limite pas à la conquête et à la conservation du pouvoir. La souveraineté, dans son sens profond, est une affaire de capacité de redevenir des créateurs de sens. Mais un sens qui ne se limite pas à nous, un sens planétaire qui nous permet d'habiter la Terre autrement qu'on l'a habité jusque-là. Et donc, si vous voulez, c'est cela que j'essaie d'expliquer, par exemple, dans la communauté terrestre. Et donc, il faudrait puiser dans nos anciennes cosmogonies qui font du vivant et de la réparation du monde l'horizon ultime de l'action humaine. C'est ce qu'on voit lorsqu'on étudie, par exemple, les grandes cosmogonies Dogon, les cosmogonies Bambara, les grands mythes de l'ancien royaume du Congo. Cette préoccupation avec cette affaire du vivant. Et je pense que c'est cela qui nous oblige aujourd'hui à faire de nouveaux investissements intellectuels et surtout à miser sur l'intelligence collective des Africains, qu'il faut, une fois de plus, protéger, nourrir et accompagner. Et donc, ce sera mon dernier mot, la démocratie substantive, c'est une démocratie qui serait au fond le dernier nom du vivant. Voilà. Une très belle formule, le dernier nom du vivant. Et donc, je pense qu'on a juste le temps de prendre une toute dernière question avant d'en arriver à la fin de l'heure, je crois, Colline, n'est-ce pas? Oui, ce serait dommage de passer à côté d'une dernière question. Voilà, donc on va prendre une toute dernière question qui va nous permettre de mettre les pieds dans le plat. On va se sortir avec une question polémique. Alors, c'est un anonyme, évidemment, qui nous demande si le panafricanisme tel qu'il est vécu en Afrique aujourd'hui n'est-il pas justement une menace pour la démocratie? C'est-à-dire le panafricanisme aujourd'hui, c'est le panafricanisme qui est le soutien excessif accordé aux putschistes, à la Russie et à certaines idées développementalistes. Et est-ce que cette version du panafricanisme n'est pas une menace justement pour la démocratie sur le continent? Non, mais ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que, au fond, pour ceux d'entre nous qui se sont penchés sur l'histoire de ce grand mouvement d'idées et ce grand mouvement politique, il n'y a aucune contradiction lorsqu'on l'étudie entre le panafricanisme et la démocratie, libérale d'ailleurs. Et ce que j'ai essayé d'indiquer, c'est qu'au fond, lorsqu'on y prend garde, le panafricanisme a énormément contribué à l'approfondissement de notre conception moderne de la démocratie, de la justice, du lien, etc. Toutes questions qui ont été abordées tout à l'heure. Et donc, d'un point de vue théorique, il n'y a aucune raison que le panafricanisme, entendu dans le sens que je viens de articuler, soit une menace à la démocratie. Alors, tout dépend évidemment des acteurs. Nous traversons un moment où effectivement il y a plusieurs offres de sens en Afrique. Il n'y a pas une parole unique, il n'y a pas une proposition unique. Il y a plusieurs offres de sens. Et celle
pour laquelle, disons, au profit de laquelle certains d'entre nous s'investissent, c'est une proposition de sens qui fasse place au vivant. Pour le moment, il faut le reconnaître, cette proposition est minoritaire sur le continent. Et j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi est-ce que dans l'histoire de la pensée et l'histoire des idées, la démocratie est une proposition minoritaire. En fait, nous aurons passé les 80, 90 dernières années à faire croire que la démocratie n'était pas un bien, que c'était un mal. Alors, comment s'étonner du fait que ce soit une proposition minoritaire? Et donc, le principe de réalisme exige que on en tienne compte. On en tienne compte justement pour s'organiser autrement, pour mettre en branle de nouveaux modes d'activisme, de nouvelles formes de militantisme, de nouvelles pédagogies sociales, surtout à la faveur de l'accès que nous avons à toutes sortes de technologies. Le drame serait que les technologies nouvelles que nous avons à notre portée, disons, soient utilisées pour, disons, le développement de ce que j'appelais au début des énergies obscures et les passions, je ne sais plus comment je les qualifiais. Les passions sombres. Les passions sombres, celles qui ont besoin d'un ennemi que l'on doit éradiquer, exterminer pour exister. Et donc, c'est d'autres propositions qu'il faut faire. Cela exige évidemment que on développe la formation, pas pour obtenir des diplômes, mais la formation à l'exercice des facultés critiques, que l'on développe de nouveaux rapports, par exemple, entre l'imagination artistique et l'imagination politique, que l'on prenne très au sérieux la question de l'accès de tous, la plus équitable possible, aux moyens d'existence, que l'on prenne au sérieux la question de savoir comment passer d'une économie de la prédation et de l'extraction à une économie qui reposerait justement sur l'enrichissement de nos capacités foncières et de nos savoirs et de nos ressources propres. Tout cela pour que l'Afrique se mette debout sur ses propres jambes et prenne ses responsabilités dans la marche du monde. Donc, c'est la proposition que nous essayons de formuler au sein de la Fondation L'Innovation pour la démocratie. Et elle est très loin d'un panafricanisme qui, disons, serait un panafricanisme purement négatif. Merci, professeur. On va retenir que l'un des aspects du panafricanisme, c'est justement que l'Afrique se mette debout pour prendre ses responsabilités dans la marche du monde. Et je pense que c'est sur cette formule du professeur que nous allons interrompre ici notre échange. Je vois Colline qui réapparaît pour nous ramener à l'ordre, la conscience horaire. Donc, ce fut un plaisir pour moi de modérer cette conférence. J'ai été très honorée qu'on me fasse appel. Et j'ai appris énormément. Je vais rester sur la démocratie substantive qui doit être le dernier nom du vivant. Et sur ces mots, je redonne la parole à Colline. Merci beaucoup Marie et Achille. C'était en effet très riche et peut-être trop court pour tout ce qui a pu fuser dans les esprits des personnes qui étaient présentes ce soir. Une première conférence de tout ce cycle qui va durer jusqu'à octobre et qui a pour but un des objectifs de la Fondation qui est vraiment de réarmer la pensée. Toute la conférence a été enregistrée et elle sera partagée afin de ne pas en perdre une trace
De même, on va voir quoi faire de toutes les questions qu'on n'a peut-être pas pu traiter et qui étaient très intéressantes aussi pour continuer à faire vivre le débat et voir comment on peut continuer cette discussion. Donc, vraiment, merci à tous d'avoir été là. Merci beaucoup à Achille et Marie. Et en effet, on termine sur un esprit éveillé et plein de questions et une démocratie substantive avec des contours à dessiner ensemble. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Merci. 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 Au revoir.